que vous avez passé un bon début de semaine. Il fait beau. Hein? Moi, la première journée, quand ça faisait vraiment beau, là, j'ai tressailli de joie. Puis j'ai remercié le Seigneur pour le beau temps enfin qu'il nous donnait. C'était il y a quelques temps déjà, là. Mais ça a tardé avant d'avoir du beau temps. Et c'est sûr que j'étais un peu triste, mais je me gardais de critiquer la température parce que je me suis dit, c'est qui fait la pluie et le beau temps? C'est notre Dieu. Si on critique ça, c'est comme si on critiquait le Seigneur. Alors, sachant ça, je m'étais gardé de le faire. Puis, je m'étais réjoui quand le beau temps arrivait. Je marchais à travers le sous-bois à côté du centre fiscal. Puis là, je remerciais le Seigneur de tout mon cœur. Ça fait que c'est bon d'être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait. Hein? Le chant des oiseaux, la verdure. Le blanc était très beau dans le temps, mais ça prend la verdure aussi. Donc, merci le Seigneur pour tout cela. Alors, ce soir, j'avais prévu vous finaliser toute la série Tribunal de Christ en vous parlant de l'usage de la parole. Mais j'ai écouté le message de notre frère Sylvain la semaine dernière en différé. Et il a pas mal apporté le sujet sur la médisance, la diffamation, la calomnie, tout ça. C'était très bien fait, tout ça. Donc, je me suis dit, alors, je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais... Et donc, je considère que ce grand sujet-là, pour l'instant, c'est terminé comme tel. Et ce soir, j'aimerais vous raconter un témoignage assez percutant et pour moi assez édifiant. Vous savez, la fin de semaine dernière, on n'était pas ici, on est allé au congrès de l'ACPEC. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'ACPEC. L'ACPEC, c'est l'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec. Donc, c'est un groupe de croyants là, qui chapeaute ça. Au fond, c'est une organisation chrétienne. Et à chaque année, ils organisent un congrès comme ça qui réunit tous les parents qui font l'école maison sont invités à participer. Et c'est un temps de ressourcement là, pour ces personnes-là, ces parents-là, parce qu'on est tellement minoritaires à faire ça. Et puis, des fois, c'est tellement difficile. C'est des gros défis. Et parfois, comme, en tout cas, ceux qui ne le savent pas, mon épouse fait l'école maison, justement. Et elle n'a pas reçu sa formation de professeur. Et donc, là, elle a un grand désir de faire l'école maison, de garder les enfants à la maison et de les éduquer elle-même. Et puis, ça prend des ressources, ça prend du matériel, ça prend des conseils, ça prend plusieurs choses. Et puis, c'est un bon temps pour nous autres pour aller se ressourcer dans ça. Puis, lors de ce congrès-là, nous avons fait la connaissance d'une famille que j'appellerais extraordinaire. Extraordinaire en grand témoignage qui vaut la peine d'être raconté. Donc, ce soir, je ne veux pas vous vendre le concept de l'école maison, loin de là, mais c'est plutôt faire ressortir ce témoignage-là comme quoi, comment que le Seigneur avait béni cette famille-là, compte tenu des problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc, Seigneur notre Dieu, je te prie de bénir ce témoignage et je te prie de nous aider, Seigneur Dieu, à faire comme cette famille, à mettre notre confiance en toi et chercher ta volonté et toujours marcher dans l'obéissance, Seigneur Dieu. Puisses-tu nous fortifier et faire en sorte qu'on puisse toujours faire ta volonté, Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais d'abord vous parler
de l'ACPEC et du congrès lui-même. Juste pour vous donner un contexte, là, parce que c'est pas très, très connu, puis ça peut être intéressant juste de savoir et d'être au courant comment que ça fonctionne. Donc, l'ACPEC, l'Association chrétienne des parents éducateurs du Québec, estime qu'il revient d'abord et avant tout aux parents de voir au bien-être, à la socialisation et à l'éducation de leurs enfants, peu importe leur philosophie de l'éducation. Bon, là-dedans, j'aimerais citer un verset dans Éphésiens 6, 4. Ça dit ceci: « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » On voit ici une grande responsabilité pour les parents, et je suis d'accord que dans ce verset, et même nulle part dans la Bible, dans ce verset, il n'est nullement question du volet académique comme tel, OK? On s'entend. Et je crois que nulle part dans la Bible, là, le Seigneur nous oblige à enseigner le volet académique à nos enfants comme tel. Je ne pense pas que ce soit une obligation comme telle. Donc, pourquoi certaines personnes, comme par exemple comme nous, avons décidé de garder les enfants à la maison et de faire l'école maison? Mais ici, il y avait d'autres personnes, d'autres familles qui l'ont fait également. Hein? Oui. 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 Mais il y a d'autres personnes également, je pense. Il y avait Cathy qui le faisait, donc c'est un peu connu. En tout cas, Cynthia aussi. OK. Donc, au fond, pourquoi certains le font? Ben, je crois que c'est plus par choix personnel. Et chacun agit selon ce qu'il croit bien pour leurs enfants. Mais une chose qu'on peut quand même partager comme vision, c'est qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qui se vit et tout ce qui s'enseigne à l'école publique, je crois que l'école maison pourrait être une alternative intéressante à offrir à nos enfants, si on peut, et si on veut aussi, hein, dans un certain sens. Donc, l'ACPEC favorise d'abord l'éducation et la socialisation des enfants dans le cadre naturel qu'est la famille. Je crois que c'est le meilleur milieu pour un enfant de se développer, surtout en bas âge, la famille. Il est affilié à la HSLDA pour défendre le droit des parents d'enseigner à leurs enfants à la maison, c'est-à-dire de faire l'école maison. Parce que c'est un droit. Dans la loi, il est prévu que les parents ont droit d'enseigner à leurs enfants à la maison. Et la HSLDA, c'est un groupe d'avocats, c'est tous des chrétiens, qui ont la conviction dans ça, qui connaissent la loi et qui vont défendre des familles qui veulent faire l'école maison et qui ont des commissions scolaires après leur dos, le DPJ et plein de gens comme ça, qui sont sur leur dos pour retirer les enfants des parents pour qu'ils les envoient à l'école publique. Donc, moi, je remercie le Seigneur qu'il y ait des groupes comme ça, des chrétiens qui, ils ne forcent personne à faire l'école maison, mais pour ceux qui veulent le faire, ils les aident, ils les supportent, leur donnent des conseils, des méthodes, puis même les défendent jusque dans les tribunaux, parce qu'il y a quelques cas assez complexes. Donc, on dit l'école maison et non pas l'école à la maison. Il y a une différence. Parce que faire l'école à la maison, c'est comme si je prenais tout le programme de l'école publique, sauf que je le fais à la maison. Mais c'est pas ça. L'école maison, c'est vraiment, on le fait à la maison, mais aussi on choisit le programme qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre le programme du ministère, ainsi de suite. Et quand à chaque année, il y a des familles qui partagent leur manière de faire dans ça. Et il y en a qui le font par projet. Leurs enfants font des projets et à travers le projet, ils apprennent à calculer, ils apprennent à rénover, ils apprennent à plein de choses, des recherches dans l'histoire de la composition, ainsi de suite. Et ils apprennent beaucoup à travers les projets. C'est juste un des exemples. Donc, à chaque année, l'ACPEC organise un congrès comme ça à Terrebonne. Puis, toutes les familles qui font l'école maison sont invitées, même des familles qui ne sont pas chrétiens.
on connaît, ici, on a un groupe de soutien. Un groupe de soutien, c'est un groupe de familles qui font l'école maison. Puis ma femme s'est réunie avec ces femmes-là une fois par mois, pour prendre un café, tout ça. Puis le dernier café, ça incluait aussi les pères. J'assistais à cette rencontre-là également. Et il y avait 2 familles non chrétiennes qui participaient à ça, qui voulaient faire l'école maison aussi, qui se sont intégrés à notre groupe de chrétiens qu'on a pu évangéliser un peu également, là. Donc, au niveau du congrès, au programme, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a le salon des exposants, puis il y a des activités pour les enfants. Moi, et nos enfants ont participé à ces activités-là. Donc, les conférences, il y en a environ 3. C'est des conférences c'est des conférenciers qui apportent des messages bibliques, la plupart du temps orientés vers l'éducation des enfants, la responsabilité des parents, et c'est toujours en lien avec la foi, la confiance en Dieu et l'obéissance à sa volonté divine. Au niveau des ateliers, au fond, c'est des parents expérimentés que ça fait longtemps qu'ils font d'école maison puis qui ont passé à travers plusieurs défis, qui ont prié, qui ont cherché de l'aide et tout ça, puis qui partageaient leur expérience et leur méthode. Et c'est très bénéfique pour ceux qui commencent dans ça. Le salon des exposants, c'est des kiosques de livres, des gens qui viennent vendre du matériel chrétien, académique, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on va acheter notre matériel là, pour notre programme qu'on s'est bâti, autrement dit. Et les activités des enfants, c'est tous les enfants qui font l'école maison, qui sont là. Les plus vieux agissent comme des moniteurs, puis les plus jeunes participent. Et ils font des activités éducatives, sportives. Les enfants, ils ont du plaisir dans ces activités-là et ils apprennent plein de choses. C'est un peu ça, l'ACPEC et le congrès. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais m'en tenir seulement à cela. La famille que je voulais vous parler, on les a connus justement dans un atelier. C'est une personne qui était venue présenter son témoignage, qui a offert un atelier. Et dans son atelier, c'est justement un témoignage qu'elle a raconté de sa propre famille, au fond. C'est une famille de fermiers qui habite à Issoudun, à Québec. Vous connaissez Issoudun? Oui. Un peu, c'est ça. Donc, c'est une famille chrétienne. Ils ont 5 enfants. Et puis, tous ces enfants sont diagnostiqués dysphasiques ou ayant un retard cognitif. Tous les enfants, là. Tous les enfants. Alors, c'est quoi la dysphasie? Je vais lire ici la définition de ce que j'ai trouvé sur le site de l'Association de la dysphasie du Québec, aussi dans le dictionnaire. Là. Donc, la dysphasie, c'est un retard important du langage chez l'enfant. La dysphasie est un trouble primaire du langage qui s'observe par des atteintes variables affectant le développement de plus d'une composante du langage. Donc, c'est affecté dans tous les aspects du langage comme tel. Les causes possibles. L'origine de ce trouble est actuellement à l'état d'hypothèse génétique ou d'anomalie structurelle cérébrale non décelables. Ça a rapport avec la structure cérébrale. Ils ne savent pas exactement la cause. C'est une hypothèse qu'ils émettent. Le développement et le bon fonctionnement de la personne dysphasique peuvent être entravés sur le plan personnel, social, scolaire et professionnel. Des situations d'handicapés et des incapacités peuvent survenir à tous les âges de sa vie. Ils sont vulnérables à cela et ça peut dégénérer puis
En tout cas, je ne suis pas expert, là, mais elle, tous ses enfants étaient comme ça. Juste pour vous donner un peu l'image de ce qu'est la dysphasie, j'ai été chercher sur Internet, puis je suis tombé sur un forum français. Puis j'ai relevé quelques discussions. Juste pour vous montrer c'est quoi la gravité de ça, je vais lire les témoignages que j'ai relevés. C'est une femme qui a posté cette question-là. Elle dit, « Voilà, je suis une maman de 3 enfants et ma fille de 7 ans est peut-être dysphasique. On est perdu. Personne ne nous dit comment l'aider. Aucun conseil du corps médical. Rien. Elle a de grosses difficultés à l'école et on n'a personne pour nous aider. Si vous pouvez nous donner des conseils pour aider notre fille dans sa scolarité, ça nous aiderait. » Voici les réponses qu'elle a obtenues. « Moi aussi, j'ai des difficultés avec mon fils qui a bientôt 6 ans. On nous parle de dysphasie, mais personne ne veut réellement diagnostiquer. On m'a dit qu'il faut aller dans une association et c'est eux qui vont t'aider. Pour moi, il est trop jeune et on attend pour voir l'évolution. Il est suivi par un neuropédiatre. Mais lui aussi, il ne fait rien. J'aimerais savoir les symptômes de ta fille, car on m'a dit que la dysphasie est un handicap lourd. Et s'ils ne vous aident pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas sûrs de la dysphasie eux-mêmes. » Un autre qui répond, « Mon fils est dysphasique. Moi, je suis allé à l'hôpital pour des troubles du langage et on a fait des tests. Puis après, on a monté un dossier pour avoir une place dans une école spéciale à Saint-Charles, à Chilti, Yahim, quelque chose de même, en France. Ouais, parce que pour une école spéciale, il ne va pas arriver. Et enfin, une dernière réponse. Mon fils aussi est dysphasique depuis qu'il était tout petit. Il ne parle pas comme les autres. Et je suis allé chez l'orthophoniste, et puis à 4 hôpitaux pour troubles du langage. Puis maintenant, il est à Chiltingham, quelque chose de même, Saint-Charles, prévu pour le trouble du langage et a fait des efforts depuis. Bon courage, à plus. Donc, on voit ici un peu un impasse dans ce domaine-là. On voit que le problème dépasse la compétence humaine. La société ne sait pas quoi faire avec ça. Et pour notre famille à issue d'un, quand ils ont diagnostiqué le premier enfant, c'est sûr que ça a fessé. Après ça, quelques temps plus tard, ils ont diagnostiqué un autre enfant atteint de la même déficience, si on veut, la dysphasie. Après ça, un autre. Puis après ça, un autre. Là, vous imaginez la tristesse, le découragement qu'ils ont éprouvé. Et comme on a vu tantôt, eux autres non plus, ils n'avaient pas reçu d'aide. Pas bien. Donc, comme elle n'avait pas d'aide compétente, la mère s'est mise à faire des recherches. Elle a lu beaucoup de documentation sur la dysphasie, puis comment faire pour ses enfants, pour que ses enfants apprennent, puis puissent un jour fonctionner normalement dans la société, tout ça. Et puis, elle a décidé de retirer ses enfants de l'école publique pour les enseigner à la maison. C'est beaucoup de courage, hein? Déjà, avec des enfants normaux, c'est tout un défi là, pour 5 enfants. Mais on parle des enfants avec un retard. Et c'est sûr que le Seigneur, on voit à travers ça que le Seigneur les a pas mal grandement aidés. Et bon, pour elle, c'est évident là, que ses enfants ne peuvent pas
suivre le programme de l'école publique. Même si elle voudrait les envoyer là, ils ne pourraient pas suivre. Ces enfants, ils ont de la misère dans la conceptualisation. Tout ce qui est concept, tout ce qui est académique, tout ce qui est théorique, ça ne rentre pas. Ou ça rentre très lentement. Donc, inutile de les envoyer là. Donc, elle a décidé de les retirer et de faire l'école maison. Dans son programme, justement, elle fait très peu le côté académique. Elle est plus axée sur le côté pratique. Donc, elle va enseigner ses enfants comment travailler. Plein de choses pratiques, comment faire des maquettes, tout ça. Puis, moi, de ce que j'ai vu, tout ce qu'elle avait amené en avant, là, les maquettes que les jeunes faisaient, là, de ce que j'ai vu, là, c'est pas des retardés, c'est des génies. C'est des génies, entre guillemets, là, dans leur domaine. Juste pour vous donner un aperçu, à 3 ans, son petit garçon est conduit un petit tracteur à gazon. À 7 ans, son autre garçon conduit déjà le tracteur de ferme. À 13 ans, sa fille fait de la peinture professionnelle, autant professionnelle que n'importe quelle peinture qu'on voit, là, que les peintures de notre frère Pierre-Paul. Elle fait des peintures comme ça. À 3 ans, moi je ne suis pas à 3 ans, mais à 13 ans, moi je ne suis pas capable de faire ça. Là. À mon âge, j'ai pas de problème. Je ne suis pas capable de faire ça. Là. oui, j'ai pas de problème. Mais ils font toutes sortes de bricolage, des œuvres d'art, tu sais, que même aujourd'hui, là, à mon âge, je ne suis pas capable de faire. Ils faisaient on voyait un moulin là, bien fait, bien professionnel, comme ceux qu'on voyait à vendre dans les magasins. Là. Les granges, les bâtiments, les maquettes de ferme, tout ça, la peinture. C'est professionnel, mais c'est des enfants. Ils sont de l'âge de 3 à 17 ans, à peu près. Ils font tout ça. C'est impressionnant. À chaque matin, ils vont traire les vaches. Ils vont nourrir les animaux. Ils embarquent sur les tracteurs pour tondre le gazon, pour faire du foin, pour travailler la terre. Puis sans que les parents les chargent après. Puis, elle les laisse faire à peu près n'importe quoi dans la ferme. C'est sûr qu'il y a des consignes de sécurité, tout ça, là, mais elle ne les bloquait pas. Puis il n'y avait jamais eu d'accident comme tel dans tout ça. Puis c'est des enfants. C'est des enfants. Présentement, sa fille a 13 ans. Puis le plus vieux a 17 ans. Les seuls accidents qu'ils avaient vus, c'était quand quelqu'un venait de l'extérieur, parce qu'ils organisent à chaque année, au début de l'école maison, au début de l'école, parce qu'on commence à peu près le même temps que l'école publique. En tout cas, au début de l'année scolaire, tout leur groupe de soutien se réunissent et font une activité comme scolaire, mais de la rentrée comme telle. Mais dans cette ferme-là, à cette ferme-là, puis là, ils accueillent des enfants d'autres foyers, des parents, tout ça, puis ils font des activités. Les seuls accidents qui arrivaient, c'est quand ils prêtaient leur équipement à un autre. Pour qu'un autre conduise, un autre enfant qui vient de l'extérieur, il conduit, c'est là qu'il y avait un accident. Mais quand c'est eux autres qui manipulaient, tout était bien sécuritaire. Les gens avaient confiance en eux autres, ils partaient en calèche. C'est le jeune qui conduisait, puis tout le monde était en confiance, pouvait laisser partir leurs enfants avec eux autres, sans danger. Le petit garçon de 7 ans va dans la grange pour nourrir les chevaux, puis il y a plein d'outils qui peuvent être dangereux pour lui. Mais non, il n'y a pas de problème. Il le fait, puis sans se faire chialer, sans que les parents soient obligés de le tanner pour le faire. Et puis, sa fille qui avait des difficultés dans le langage,
Eh bien, lors d'une activité, ils ont joué à un jeu de mots. Et puis, elle s'en est très bien tirée, comme tous les autres. Puis son garçon, à 17 ans, le premier, là, il a pu ramasser assez d'argent pour s'acheter une vieille voiture de collection. Lui, ça l'intéresse, les voitures, les moteurs, ainsi de suite, les salons, tout ça. Puis il y a des projets là-dedans. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire pour des gens que la société avait catégorisés comme étant des retardés, quasiment. Donc, quand on regarde ça, là, les gens qui étaient là, se posaient la question, ils ont-ils des problèmes? On se dit, c'est pas des gens qui sont retardés qu'on voit là, c'est des gens, quasiment des génies dans leur domaine. Ils font des choses qu'un enfant, normalement, de leur âge, ne ferait pas. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'ils défont tous les mythes. Ils défont tous les mythes que la société a concernant ces personnes-là. Bien entendu, Dieu est à travers de tout cela. Le Seigneur, on le voit là, il confond la sagesse du monde. Il confond la sagesse du monde avec cette famille-là. Hein? C'est sûr, c'est sur une base chrétienne et dans l'obéissance à la parole de Dieu que les parents ont décidé de prendre en main leurs enfants parce qu'ils voyaient que la société ne pouvait rien faire pour eux autres. Donc, ils se sont dit, on va prendre notre responsabilité de parents. On n'est pas des éducateurs, tout ça, mais on va les garder chez nous et on va prier, on va lire de la documentation et on va demander au Seigneur de nous aider à travers tout ça. Puis le Seigneur a béni. Il a béni. Donc, ils font l'enseignement sur la foi chrétienne, formation un peu académique, surtout pratique et comportementale également. Ils ont des comportements assez exemplaires. Assez exemplaires. Et, bien entendu, notre sœur, la mère de ces enfants-là, a dû se battre à plusieurs reprises contre les autorités. Hein? Contre les commissions scolaires, contre les DPJ, contre les travailleurs sociaux, pour pouvoir garder ses enfants à la maison et d'en prendre soin elle-même. Et à force de recherche, à force de lecture, elle était devenue, puis à force aussi d'un vécu qu'elle a, elle était devenue l'experte. Experte dans le domaine, plus que ceux qui ont étudié là-dedans, qui ont eu des diplômes universitaires là-dedans. Elle est devenue experte, elle peut même les conseiller dans ça. Puis elle s'est battue contre eux autres, puis elle les confond tous. Elle les confond tous. Elle leur dit, je vais lire ici, là, pourquoi voulez-vous m'enlever mes enfants? Que voulez-vous faire avec eux? Les envoyer dans une école de retardés, genre, dont les problèmes sont différents les uns des autres. Ils n'ont pas tous le même problème. On les regroupe tous ensemble, puis on essaie de faire quoi avec ça? Voulez-vous les envoyer là, tu sais, pour qu'ils se découragent, qu'ils se voient comme des bons à rien, puis sans rien apprendre, pour qu'ils deviennent des abrutis, en quelque sorte. Et là, elle dit, vous ne savez même pas quoi faire avec ceux que vous avez présentement, et vous voulez chercher mes enfants en plus. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir plus que je leur offre déjà, là, tu sais? Qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Fait que, ils ne pouvaient rien dire contre ça. Ils ne pouvaient rien dire contre ça. Quand, après ça, ils sont venus voir, à plusieurs reprises, à la ferme, puis à chaque fois, là, ils restent bouche bée devant ce qu'ils voient, devant ces enfants qui supposément ont un retard au niveau cognitif, puis ils les voient fonctionner, ils les voient faire des choses extraordinaires, et sont bouche bée devant ça. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire.
Puis, dès qu'on lui disait, là, on lui disait, tu ne peux pas enseigner à tes enfants, tu n'as pas de diplôme. Ça, c'est déjà un mythe. Tu ne peux pas enseigner à tes enfants, tu n'as pas de diplôme. Puis en plus, ils sont retardés. Même nos personnes les plus compétentes ont de la misère à traiter ces cas-là. Puis toi, tu penses que tu vas arriver? Jamais. Jamais tu arriveras. Ils ont toutes les raisons du monde, selon leur logique, tout ça, de retirer ces enfants-là. Mais elle leur a prouvé que c'était le contraire. Chez nous, à la ferme, je leur enseigne à travailler. Je leur enseigne à connaître le monde. Je leur enseigne à faire des choses, puis ils les voient, le fruit de son travail. Tout le monde est impressionné quand ils vont là de voir le témoignage de cette famille-là. Comment que le Seigneur a béni cette famille-là. Donc, au fond, ces personnes-là, je vais lire ceci, là, ces types de personnes sont catalogués comme étant retardés et dysphasiques. Ils ne devaient pas avoir un avenir sensé dans un monde axé sur le concept, la théorie, sur plein de choses. Ils devaient rester, entre guillemets, légumes et dépendre continuellement de la société. C'est un peu ça que le concept qu'on se fait, que les gens se font, que la société se fait. Quelqu'un qui a cette déficience-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas le guérir, on ne comprend même pas son problème. On essaie de lui apprendre des choses, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ne savent pas quoi faire avec. Mais quand ils arrivent là, ils travaillent, ils sont autonomes, ils font des choses, ils font des belles choses que les gens, normalement, de leur âge, ne sont pas capables de faire. Comment tu as fait? Tu n'as même pas de diplôme. C'est le Seigneur. Oui. Oui, ils savent lire, ils ont de la difficulté un peu, mais tranquillement, elle va absolument à leur rythme. Elle ne met pas l'accent là-dessus. Mais elle leur prouve qu'on est capable de fonctionner dans la société autrement que par un diplôme. Autrement que par un diplôme. L'amour, la patience est très importante. On le met en application chez nous, à la ferme. On leur enseigne la foi, l'intégrité. On leur enseigne le devoir. Et ils comprennent. Et ils le font. C'est merveilleux, ça. Les gens qui sont supposés à rester dépendants de la société continuellement, maintenant qu'ils font des choses merveilleuses pour leur âge. Donc, ils défont tous les mythes qu'on a de ces gens-là. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Et là, c'est pas parce qu'elle fait l'école maison, mais moi, je vois là-dedans, on peut dire que dans son cas, c'était de force, là, parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle veut faire de quoi avec ses enfants, il faut qu'elle les prenne en main elle-même, parce que si elle les envoie aux écoles, justement, dans l'atelier, il y a une madame qui était ex-professionnelle, de quelqu'un qui s'occupait des gens retardés comme ça. Elle dit qu'effectivement, ils leur font rien faire d'intelligent. Ils leur font certaines affaires, là, puis juste pour occuper le temps, pour qu'ils ne se chicanent pas ou quelque chose de même. Puis ça reste là, comme but, là, tu sais. Ça reste ça, comme but. Tandis qu'elle, elle les a toutes dépassées. Moi, je remercie le Seigneur, puis je rends gloire au Seigneur pour cette famille-là, là, puis ce sont de très bons témoignages pour les autres enfants qui font l'école maison en même temps. Donc, on voit ici la persévérance et l'amour d'une mère. Je vois aussi la confiance dans le Seigneur, la patience, puis le courage de prendre ses responsabilités, de ne pas se décourager devant cette montagne que même les professionnels ne peuvent pas franchir. Elle les a pris en main. Et le Seigneur l'a aidé à surmonter ça. C'est extraordinaire. Alors, c'est le message que je voulais, le témoignage que je voulais partager avec vous. Puis,
Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Cossal. Je retiens cette dernière phrase du chapitre 14 de Romains. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et c'est agréable de voir des hommes et des femmes qui se tiennent. On sait que c'est très, très engageant, l'école maison. Je pense à ma fille qui le fait aussi. Et la joie, l'opportunité qu'elle a de suivre ses enfants de très, très, très près. C'est plus facile à redresser par après. Mais moi, je les admire beaucoup. Je les admire beaucoup. Que de sacrifices. Que de sacrifices. Tout un prix à payer. Alors, on va dire bonjour à ceux qui sont sur Internet, si ce n'est pas déjà fait.